Bienvenue, Doc Seb. Bienvenue Christy et bienvenue à tous nos téléspectateurs pour cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous parlons du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, qu'est-ce que le TDAH? C'est un trouble qui va se caractériser par plusieurs types d'instabilité. La première, c'est l'instabilité qu'on appelle psychomotrice. C'est pour ça qu'on a longtemps appelé ces enfants, notamment ou adolescents, des hyperactifs. Donc, c'est le synonyme en gros d'hyperactivité, de troubles hyperkinétiques aussi. Alors, c'est un motif fréquent de consultation, c'est à peu près environ, selon les études, à peu près 5%. Mais il convient quand même de distinguer ce qui peut être, on va dire, d'origine, un comportement qui serait plutôt pathologique d'un comportement plutôt d'enfants qui sont pleins de vie. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont pleins de vie. Et il y a eu une tendance à un moment donné à surdiagnostiquer parfois un peu trop vite des enfants qui étaient pleins de vie. Il n'y avait pas forcément lieu toujours. Et puis on l'a aussi sous-diagnostiqué à d'autres périodes, avec des troubles qui se situent en général avec un âge de début de vers 6-7 ans à peu près. En général, c'est un trouble qui débute de toute façon à moins de 12 ans. On s'aperçoit dans cette phase, en gros, c'est la phase des cours élémentaires, où on va s'en apercevoir. Et donc, il y a à la fois de l'hypermotricité dans les signes d'instabilité motrice, inadaptés, désordonnés, avec des mouvements saccadés, incessants, bruyants, maladroits, etc., avec une anarchie un peu du comportement, où ils sautent, ils touchent, ils n'arrivent pas à différer, il y a un travail bâclé, enfin il y a plein de choses comme ça, qui va s'associer à une instabilité psychique aussi, souvent, un éparpillement de l'enfant, ils sont happés par tous les stimuli, en gros, ils ont tous les symptômes d'inattention, difficulté de concentration, la distraction. En revanche, c'est des enfants qui souvent arrivent à réaliser un travail correctement lorsqu'ils sont un adulte en tutorat ou à leur côté. Et puis parfois, on va voir aussi des symptômes associés, plus ou moins marqués, d'angoisse, alors souvent un peu diffuse, de sensibilité aussi comportementale, une certaine agressivité pour d'autres, de colère déclenchée par des frustrations, et des conduites d'opposition, de défi ou de refus, avec parfois aussi des troubles des apprentissages. On va quand même le retrouver, on parlait des 10 dernière émission, mais entre 20 et 50% je dirais, des TDAH ont quand même des difficultés de lecture, de calcul, avec des sous-types. Alors, on parlait il y a je dirais le type mixte ou combiné, on va avoir des symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité et d'inattention. Un autre sous-type qui va être plutôt là centré sur l'hyperactivité et l'impulsivité, et un troisième qui va être surtout centré sur les troubles de l'attention, alors qui est plus rare quand même, il faut le dire, et d'ailleurs ils sont souvent peu diagnostiqués, c'est quand même des enfants souvent un peu en retrait, un peu rêveurs, enfin voilà, mais ce n'est pas pour ça que ça ne pose pas des problèmes, sachant que ceux qui posent le plus de problèmes quand même, c'est ceux qui sont dans des formes mixtes ou d'hyperactivité, impulsivité, parce que ça va créer des troubles dans la classe notamment. Alors, lorsqu'on parle de ce trouble, est-ce qu'on peut le qualifier de maladie? Alors, on ne peut pas le qualifier réellement de maladie parce qu'il n'y a pas une cause unique. C'est pas comme une problématique, je sais pas, d'un virus ou d'autre chose, ou d'une maladie dégénérative du cerveau, par exemple, qui aurait une origine purement neurologique. Là, il s'agit plutôt de ce qu'on appelle un syndrome, donc, et pas une maladie, avec effectivement l'instabilité psychomotrice, l'hyperactivité, l'hyperkinésie, qui va être souvent une réponse psychomotrice qui n'est pas spécifique. D'ailleurs, c'est souvent une réaction défensive chez l'enfant qui est confronté, alors la plupart du temps, à un bouleversement de son monde, de sa vie relationnelle, familiale. Ça peut arriver aussi comme ça parfois. Donc aussi parce que on peut voir aussi dans d'autres types de pathologies de l'hyperactivité, mais où ce n'est pas du TDAH. On peut le voir, par exemple, dans certains retards mentaux. On peut voir dans certains TSA, troubles du spectre autistique aussi, dans les troubles anxieux ou anxieux-dépressifs de l'enfant qui existent. D'ailleurs, c'est à ne pas confondre avec des TDAH parce que souvent,
on va rapidement étiqueter TDAH, alors que parfois il suffit de problématiques réactionnelles à un environnement, hein. Il y a les parents qui se séparent, on ne voit plus son père ou sa mère pendant X temps, on se sent abandonné, on est délogé dans la précarité. Bon, il y a forcément des réactions. Et l'enfant va réagir souvent plus par le corps que par la parole. C'est aussi par ce biais-là qu'il va manifester aussi son anxiété. À partir de quel moment, Doc-Seb, peut-on parler de TDAH et à partir de quand faut-il le prendre en charge? Alors, ça, c'est une question tout à fait intéressante parce que c'est pas si simple que ça de pouvoir le repérer déjà. Parce que ça va apparaître, on va dire, déjà dès l'enfance. Hein, donc, en général, dans les 5-6 ans, hein, il y a déjà des premiers signes, mais bon, on n'est pas encore là. C'est plutôt vers 6-8 ans où ça va commencer là à s'exprimer, et vers 10 ans, là, on va être un peu dans l'acmé, hein, souvent des troubles. Donc, ça va commencer par l'agitation, hein, le manque d'attention aussi, qui va être aussi caractéristique. Et puis, on le voit d'autant plus dans les classes, où c'est un univers quand même très normé à l'école. On a un programme, et une discipline, et souvent, ce sont quand même des enfants qui ont beaucoup de mal avec ça, et du fait qu'ils bougent tout le temps, hein, déjà. Donc, effectivement, c'est de toute façon quasiment tout le temps durant l'enfance. Hein, ça, c'est tout à fait classique, avec des signes réactionnels, souvent au stress, avec ces symptômes aussi qui vont commencer à constituer une forme d'handicap scolaire. Parce que le fait de bouger tout le temps, d'avoir des troubles de l'attention, etc., ça va avoir un retentissement social, scolaire. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait un diagnostic de TDAH, il faut qu'il y ait aussi au moins 2 ou 3 sphères de l'activité de l'enfant, que ce soit familiale, scolaire, personnelle, qui soient impactées, hein. Et donc, c'est effectivement ces éléments-là qui vont nous faire dire que voilà, là, il y a quand même un début TDAH, puis après, il y a aussi un diagnostic qui va se faire en fonction des principales classifications, hein, on va voir en fonction de la liste des troubles, d'une échelle aussi qu'on appelle de Conner, et puis d'un repérage aussi, je dirais, pluriel de spécialistes, hein, dans le domaine de la santé, et qui soient psychologues, psychiatres, orthophonistes, psychomotriciens, enfin, voilà, il y a un repérage qui va se faire. Et l'idée, ça va être de repérer assez tôt ces signes pour pouvoir poser le diagnostic et qu'il y ait une prise en charge qui puisse se faire. Parce que si on ne repère pas tout ça, il va passer pour un enfant vraiment qui va déstabiliser beaucoup la classe sans pouvoir nommer un peu ce qu'il a. Et donc, après, ce qui permettra de mettre en place une prise en charge adaptée. Alors, pourrait-on dire qu'un enfant souffrant de troubles déficients de l'attention avec ou sans hyperactivité est un enfant turbulent? J'ai envie de dire oui et non, parce que quelque part, souvent quand il va y avoir un signalement de ce type d'enfant, c'est l'école qui va le faire parce que eux le jugent comme turbulent. Par rapport à la classe, évidemment. Mais en réalité, c'est pas qu'il est turbulent, c'est que son expression d'hyperactivité, elle va induire des phénomènes d'agitation et de turbulence. Mais en lui-même, c'est pas un enfant qui décide d'être turbulent, hein, c'est plutôt sa pathologie, ses difficultés, son handicap qui l'amène, on va dire, à avoir cette forme de turbulence. Donc c'est voilà. Et quand il n'y a pas de trouble d'impulsivité ou d'hyperactivité, bon là, il n'y a que l'inattention, des troubles de la concentration. Là, on va avoir un enfant qui aura, alors au contraire, sera beaucoup trop calme souvent. Hein, donc, mais en réalité, c'est sa souffrance qu'il faut prendre en compte, surtout par rapport à ces difficultés, quoi. Pourquoi est-ce un trouble particulièrement complexe à repérer? Pourquoi c'est un trouble complexe? Déjà parce que il faut pouvoir le dissocier d'autres troubles. Il faut pouvoir le dissocier déjà de troubles d'un retard scolaire ou mental qui serait associé. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il y a une nécessité de faire un bilan, savoir s'il n'y a pas un déficit qui pourrait l'expliquer autre. Savoir s'il n'y a pas non plus
une forme de trouble du spectre autistique léger. On le voit, parfois, il y a des faux positifs TDAH ou l'inverse même qui se passe, parce que ça peut passer sous le fait de l'hyperkinésie ou autre, alors que là, il s'agit de vrai TSA, ou à l'inverse, on peut ne pas forcément le voir toujours. Déjà, il y a ces éléments-là. Ensuite, il y a différents sous-types, comme il y a le type hyperactif impulsif, le type combiné, qui sont les plus fréquents, et le type inattention, ce qui fait que déjà, ça complexifie un petit peu dans ces formes, parce que ce n'est pas une forme unique. Donc ça, c'est tout à fait important. Ensuite, c'est parce qu'il n'y a quand même pas tant que ça de personnes qui sont sensibilisées à la question, y compris des professionnels de santé parfois, donc qui ne savent pas forcément toujours les repérer. Pour les enseignants, parfois, c'est de se dire c'est un enfant turbulent, il ne respecte rien, il a des troubles d'opposition, et puis voilà, sans forcément aller tellement plus loin, hein, même s'il y a une bonne qualité maintenant quand même de sensibilisation qui s'est faite, hein, notamment dans les écoles. Donc ça, c'est aussi cet élément-là. Ensuite, le diagnostic est complexe parce qu'il doit se faire aussi à différents niveaux. Il doit se faire d'un point de vue neuropsychologique, d'un point de vue orthophonique, d'un point de vue psychomoteur, psychiatrique, etc. Enfin, ça demande quand même des investigations et parfois d'en passer par un centre de diagnostic pour justement pas confondre avec d'autres possibilités, avec un enfant qui aurait des troubles anxieux, réactionnels, par exemple, ou dépressifs, voilà, et d'autres, je dirais, problématiques un peu développementales. Donc, c'est pour ça aussi que ce n'est pas si simple que ça de pouvoir je dirais, le diagnostiquer en tant que tel. Bon, même si maintenant, quand même, il y a de plus en plus quand même de personnes en première ligne qui peuvent commencer à orienter aussi, hein. Alors, lorsqu'on a fait justement le diagnostic, il a été confirmé. Quelle prise en charge adopter à ce moment-là? Alors, une fois qu'on a posé ce diagnostic, souvent par une équipe pluridisciplinaire, donc plusieurs spécialistes, hein, eh bien, à ce moment-là, on va mettre en place, on va dire, je dirais, des orientations d'action. Alors, on parle de prise en charge multifocale, c'est le mot un peu savant, mais pluriel, ça peut être tout aussi simple, c'est-à-dire qu'on va positionner différents types d'approches. Alors, il y a l'approche de la psychothérapie, hein, qui fonctionne déjà très bien, que ce soit les thérapies cognitives, comportementales, d'accompagnement qui vont avec, de thérapies de soutien aussi, qui sont souvent mises en place, hein. On a pour d'autres, ça peut être des thérapies, je dirais, d'orientation psychodynamique, ça peut aussi fonctionner. Je dirais que c'est ce qui correspond à l'enfant aussi, hein, et puis surtout le lien qu'il va pouvoir, je dirais, avoir avec le thérapeute. Ensuite, il y a une approche forcément familiale aussi, hein, c'est-à-dire que ça va générer les conséquences des troubles, des difficultés dans la famille, hein, ou dans la fratrie aussi, qui va aussi devoir aussi composer avec cet enfant qui a ces difficultés-là. Donc là, il y a une guidance parentale essentielle, de sensibilisation aussi autour de la pathologie, des difficultés, des mises en place d'adaptations qui pourront lui permettre aussi de pouvoir combiner et mieux gérer ces problématiques, alors déjà d'instabilité ou d'hyperactivité, mais aussi d'attention, hein. Donc là, c'est toute l'approche de la guidance. Ensuite, on peut avoir parfois des groupes de parole, ça peut aider aussi, des thérapies de groupe. Alors, c'est moins développé, ou alors dans des structures souvent un peu hospitalières, mais ça peut être tout à fait intéressant. Ensuite, on va avoir aussi le travail d'accompagnement auprès je dirais, de la scolarité, hein, donc qui va être essentiel. Souvent, ça va nécessiter un accompagnement par une AVS, hein, c'est une aide à la vie scolaire. Alors, ça a changé de nom depuis quelques temps, mais qui va être aussi tout à fait importante, cette approche, et de sensibilisation avec l'instit, le prof, etc. Et en dernier recours, quand il y a vraiment trop d'instabilité physique, psychique, de problèmes de comportement, souvent, il peut y avoir aussi un traitement, hein, médicamenteux, donc la Ritaline ou Concerta, enfin, ce sont des traitements qui vont permettre aussi de pouvoir
apaiser un petit peu, je dirais, les difficultés de ces enfants. Hein, mais ça doit venir en général en dernière intention. Ce n'est pas en première intention, c'est quand il y a vraiment un risque d'exclusion, on va dire, de l'école, hein, parce que ça peut arriver. Alors, tu parlais d'équipes pluridisciplinaires justement tout à l'heure. Quelle collaboration peut-on attendre justement sur la mise en place entre le médecin généraliste et les autres professionnels de soins? Bah, le généraliste, en général, c'est le premier médecin de famille, hein, qui va être confronté un petit peu à cette demande, à cette difficulté. Donc lui, et c'est souvent celui en qui les parents ont le plus confiance, hein, puisqu'ils le voient depuis le plus jeune âge de l'enfant. Donc il va être chargé de la coordination, hein, avec les autres professionnels, ça fait partie de ses attributions, hein, d'ailleurs, pour pouvoir orienter, aider aussi pour, par exemple, proposer éventuellement un axe de thérapie ou de psychothérapie avec des professionnels, des psychiatres, psychologues, etc. Éventuellement préconiser des bilans orthophoniques aussi, ça peut être aussi important, et puis aussi des suivis, voire de la rééducation psychomotrice. Donc son rôle va être quand même essentiel dans cette courroie de transmission, hein, dans le partage des informations, dans ces éléments-là. Donc, c'est vraiment le professionnel qui est en première ligne, on va dire souvent, hein. Après, bah, les autres arrivent dans leur spécialité pour pouvoir aider l'enfant et la famille, hein, évidemment. Et au niveau de l'éducation nationale, entre le médecin généraliste et les professionnels de l'éducation nationale? Alors, dans cette collaboration entre médecins, professionnels de santé, éducation nationale, donc ça, c'est tout à fait important parce que le premier référent pour ces jeunes, c'est l'école. Donc, en parallèle, il va pouvoir y avoir une collaboration déjà entre les parents, c'est quand même important, les professionnels aussi qui soient alertés, sensibilisés aussi. C'est dès qu'il y a un diagnostic qui est posé, bon, on va pouvoir aussi le prendre en compte dans le PAI, hein, de l'enfant, et puis mettre en place des aménagements, des dispositifs, la possibilité, par exemple, d'aller consulter à certains moments dans la semaine des spécialistes, parce que voilà, ça leur fait parfois manquer un peu l'école pour certains, un bref temps. Ça va être aussi ce rôle aussi avec la mise en place de l'AVS aussi, hein, l'aide à la vie scolaire qui va être aussi importante pour la plupart, hein, des jeunes, pour pouvoir filtrer un peu l'environnement, parce que c'est quand même des jeunes qui arrivent à travailler seuls ou entre guillemets à deux, hein, dans un binôme comme ça. Donc, pour remédier à ces difficultés, on peut aussi concerner ce qu'on appelle des CESAD, qui sont des structures aussi souvent qui vont aider justement à l'intégration et à l'inclusion de ces enfants. Donc, je dirais que c'est la coordination de ces actions qui va être aussi tout à fait importante pour ces jeunes et leurs familles. Hein, donc, dans ce rôle-là aussi de coordination de l'ensemble des acteurs un peu de la prise en charge. On arrive sur la fin de l'émission, Doxem. Quel serait justement pour toi le mot de la fin? Quel conseil pourrais-tu apporter aujourd'hui? Bah, déjà, de pouvoir repérer s'il s'agit bien d'un TDAH avec toutes les variantes, hein, dont on a parlé, de ne pas stigmatiser non plus l'enfant. Je dis ça parce que c'est quand même assez vite fait de réifier et puis de stigmatiser l'enfant et finalement de l'identifier à son symptôme uniquement, parce que bah, c'est un symptôme qui peut être tout à fait évolutif, hein. On voit quand même des jeunes adolescents qui se débrouillent bien par la suite et qui arrivent à dépasser un peu ce cadre-là, avec des aménagements, bien sûr. Bon, et donc, voilà, à partir du moment où c'est bien pris en charge et qu'il y a une bonne collaboration aussi des familles, de l'éducation nationale, et puis de l'ensemble des acteurs, c'est quand même quelque chose en général qui se traite assez bien, hein. Et puis, parfois aussi, à un moment donné, pour certains, bah, on voit il n'y a plus forcément de nécessité non plus, quand ils ont eu un traitement de Ritaline, Concerta, de continuer. Hein, bon, faut savoir qu'en France, c'est quand même assez encadrer toutes ces pratiques, hein. C'est-à-dire que normalement, c'est pas en première intention qu'on donne des traitements médicamenteux, alors que dans d'autres pays, c'est parfois l'arbre décisionnel presque direct, TDAH égale traitement. C'est pas la seule solution. Par contre,
ça peut être une solution tout à fait importante pour quand c'est nécessaire. Évidemment, moi je l'ai vu, il y a des patients qui n'auraient pas pu accéder à un environnement école et aussi parfois même à une thérapie s'ils n'avaient pas eu un traitement d'appoint pendant un temps. Qu'à l'adolescence, on peut aussi parfois arrêter quand les choses vont mieux. Merci Doc Seb. On se retrouve prochainement. Merci du temps précieux que tu nous accordes. Merci à toi, Christine, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. J'espère que ça a pu les éclairer.